Et salut, bienvenue sur Indécent Powa ou Geek Podcast. Le retour aux figes. Bah oui, c'est ça, voilà. D'ailleurs, on fera une petite photo spéciale, mon cher Freux. Hein. Fusion. Oui, et du coup, donc c'est le deuxième interview de la journée. Peut-être le dernier, parce que là, je pense que ça commence à tirer quand même. Et du coup, oui. Et alors, Edge a été très long. On a beaucoup parlé. Et du coup, cette fois, c'est avec Ori Games. Donc, à la fois jeu de rôle, mais aussi jeu de société. Et du coup, on va pouvoir parler de tout ça, parce qu'il y a des sorties qui s'annoncent, il y a déjà des choses qui sont sorties. Et on a pas mal de petites questions. Du coup, petite présentation déjà. On vous avait croisé l'année dernière, mais du coup... Enchanté, moi c'est Julien, je suis développeur web chez Ori Games, fan de Shan de la première heure. Et puis voilà, on est devenu co-auteur, co-ami, co-bisou, co-câlin, tout ça. Et après avoir réédité Shan en couleur, avec un nouveau système, là on revient toujours avec de la couleur, plus de plantes, plus de rêves. Plus de narration. Moins de joueurs. On peut être autant de joueurs qu'avant. On peut jouer en solo, on peut jouer avec, sans MJ, on peut jouer sans préparation. Un jeu pour les flemmards, un jeu pour les rêveurs, un jeu pour... Pour nous ? Pour nous, voilà, exactement. Bonjour, donc moi je m'appelle Igor Polouchine, je suis directeur artistique chez Ori Games. Donc je m'occupe de tout ce qui est visuel, création et tout ça. Et moi j'avais écrit effectivement la première édition de Shan il y a voilà, il y a une trentaine d'années on va dire, à force. Hein, ça nous... Oui. Donc première édition, voyage en Afrique, tout ça, je ne vais pas la refaire parce que j'ai déjà raconté ça pas mal de fois. Et puis effectivement, après j'ai rencontré Julien et puis on a fait un beau bébé et là on s'apprête à faire un deuxième bébé ensemble, donc c'est plutôt très très chouette. On sait plus. La gestation s'est bien passée. Elle est en cours de gestation et on saura si ça se passe bien le 26 mars du coup justement. Tout est là. Donc je te repasse le micro pour les questions ou c'est à toi? C'est à toi. Le début ça va être moi. Du coup en effet, Shan Chrysalis. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Et surtout, quel est ce nouveau concept ? Et si on connaît Shan, où est-ce que ça se situe ? Alors, Shan Chrysalis, ce sera le premier tome. On a le kit découverte ici, qui permet déjà de découvrir le système, l'univers, des pré-tirés, qui permettent de jouer sur 2 scénarios. Un qui est plus linéaire, qui est un voyage jusqu'à une ville. Et cette ville, c'est l'objet du deuxième scénario. Du coup, c'est un scénario un peu plus ouvert. On va se balader dans la ville et lutter contre un antagoniste qui essaie de corrompre un peu tout ça à coup de sporulation fongique. Voilà, le Chrysalis, c'est le premier livre d'une gamme qui s'appelle Shan World, une nouvelle gamme avec un nouveau système de jeu. Système allégé par rapport à Shan Renaissance, plus narratif, qui permet de jouer du coup sans préparation, avec ou sans meneur de jeu et même en solo.
Et l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître tout l'historique de la gamme Shan. On peut découvrir Shan avec ce bouquin-là ou ce kit-là. Voilà, exactement. N'ayez pas peur. On peut mettre un pas dans Shan grâce à ça. Et en fait, c'est un bout du continent du Relosoi, qui est un continent qui est au sud des Léoties. Léoties, c'est le lieu où se passaient les 2 premières éditions. Et tu peux peut-être raconter comment on est arrivé à Chrysalis à partir du Relosoi. Oui. Alors, oui, donc Chrysalis est né d'une réflexion en fait, puisqu'on avait déjà depuis 3-4 ans travaillé sur tout l'aspect extension du monde de Shan, qui s'appelle EOS. Et on avait tout le continent du Relosoi, ce fameux continent, qui faisait à peu près un supplément de 600 pages. Et en plein travail, on se disait, mais est-ce qu'on va vraiment avoir un public pour ça ? Est-ce que ça a du sens maintenant de sortir un jeu avec la mécanique de Shan de 600 pages, juste qui serait un supplément, et un 15e bouquin, parce qu'on en avait déjà une pléthore avant. Et la réponse était non à chaque fois en fait. Et on s'est dit, on a quand même toute cette matière, il faudrait qu'on en fasse quelque chose. Et puis, je ne me souviens plus trop les connexions en fait, qui ont permis de se dire que on allait segmenter ça en fait en plusieurs morceaux. Et chaque morceau de ce continent serait un bouquin. Et très vite, de fil en aiguille, on en a déterminé des thématiques. Donc le premier, Chrysalis, on est dans quelque chose de très végétal, très nature, très harmonieux, avec des bestioles, tout un tas de trucs un peu fantastiques. Pour la petite histoire, c'est un titan élémentaire qui s'est effondré sur des vestiges de technomagie d'une civilisation ancienne. Et ça a végétalisé en fait l'ensemble de la contrée. Et donc des êtres plantes qui sont apparus, que l'on peut jouer, ça fait partie des nouvelles lignées. Le deuxième livre, qui serait l'Empire de Sang, c'est une région qui se trouve juste à côté de Chrysalis, où là on a des boréales de sang qui sont en guerre contre des reines parasites insectoïdes. On est dans un Starship Trooper Heroic Fantasy, avec un affrontement entre justement des insectoïdes et puis des armées d'insectes innombrables et un empire de sang très structuré, avec une heraldique, avec tout un tas de choses qui sont développées. Un peu steampunk, un peu foutraque d'ailleurs, ça qui va être rigolo. Et donc un système de gestion d'armée, on va jouer des mercenaires typiquement en tant que personnage, affiliés à une ou autre faction, ou à aucune. On a enfin aussi Elemvar, qui serait toute une province beaucoup plus dans un délire un peu Ravenloft, un peu Dark Age, où on a des Mélodiens sombres avec des lignées, des dynasties de Nécrosiens, un peu vampires, voilà. Et on va jouer potentiellement des lignées, on va jouer des cités-états, on va créer sa propre cité-état avec le même système de région, de création de région, adapté à un truc plus macro. Plus politique aussi, avec des conspirations. Là, pour l'instant, on jouerait des conspirationnistes. Alors, on n'est pas encore sur du terme, mais c'est à peu près ça. On aurait aussi après Titania, où on est dans une contrée beaucoup plus au nord, où là, on a carrément beaucoup de titans élémentaires qui sont des fois en coalition avec des Éotiens, des fois qui sont en opposition, et on a une cité qui se développe pour lutter contre ces titans et qu'on va aider à développer. On est des diplomates en recherche d'alliances pour l'édification de cette nouvelle cité. Donc voilà, on a ces 4 bouquins déjà qui sont à peu près définis, où on a toute la matière et qui seront l'objet d'une souscription à chaque fois pour chacun de ces livres. Et le premier, c'est le 26 mars, Chrysalis, pour sur Game on Tabletop, pour lancer l'aventure et puis espérer qu'elle puisse perdurer. C'était très court comme réponse. Non, mais c'était court mais intense. Et du coup, on en discutait un petit peu en off tout à l'heure. C'est moi qui connais très mal l'univers de Shan. Je me disais en voyant la proposition que ça pourrait être un super bouquin pour rentrer dans l'univers et découvrir cet univers qui, au demeurant, fait un peu peur parce que il a un tel passif. Je sais pas si, t'en as un petit peu parlé. C'était un petit peu l'ambition. C'était notre crainte aussi. On a quand même déjà une communauté de gens qui aiment l'univers, qui ont produit du contenu pour l'univers, qui ont écrit des scénarios, des aides de jeu qu'on a publiées à travers des gammes de bouquins qui s'appellent Itinérance et Carnet de voyage. Mais le frein à cette gamme-là, c'est ça. Il y a celui qui rentre là-dedans, il sait qu'il a 12 bouquins devant lui avec 3 campagnes, 2 bouquins de scénario. Il y a de la matière, mais en même temps, c'est ça qui peut faire peur. Il y a beaucoup de matière à jouer.
Et c'est un univers qui déjà était riche pendant la première édition. Nous, le souhait qu'on avait avec la deuxième édition, c'est de faire une espèce de synthèse de tout ça, de regrouper tout ce qui avait été écrit pour l'amener un peu plus loin. Et de le rendre moins manichéen. Oui, aussi, ouais. Et plus libre dans le voyage, la découverte du monde aussi. Les humains étaient les méchants. Voilà, et on jouait des résistants. La première édition, on jouait des résistants, donc c'était un contexte assez dur. La deuxième édition, on voulait être plus porté par le voyage et la découverte, quoi. Et là, on a un nouveau point d'entrée dans l'univers. En fait, comme on zoome sur une région d'un nouveau continent qui est déjà elle-même comme une espèce d'oasis végétale au sein de ce continent-là, on a un point d'entrée facile. On n'a pas besoin de connaître tout ce qui se passe en Néocie, tous les hommes-dieux, les grandes familles, les castes, les machins. En fait, on va débarquer là-dedans. Il y a 5 lignées, 5 peuples, c'est assez concis. Et il y a une espèce de petit écosystème comme ça, végétal, qui permet de découvrir l'essence de Shan, parce que ça reste l'essence de Shan, un truc très exotique, avec des animaux bizarres, des thèmes. Oui, voilà, hein, on est dans le décor. Hein. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter. Oui. Mais l'idée était aussi de ne pas oublier les joueurs, parce qu'évidemment, on peut rentrer dans Chrysalis très très facilement sans rien connaître. Alors Chrysalis d'ailleurs c'est une région qui est une terre d'accueil, parce que comme je vous l'ai expliqué, juste à gauche, enfin à l'est, à l'ouest, on a l'Empire de Sang qui est en guerre, donc on va avoir plein de réfugiés, des parasites réfugiés, des boréales de sang réfugiés, et à droite on a, d'ailleurs c'est un des bouquins dont j'ai pas parlé qui serait Imago, où on peut jouer des éternels, des immortels, on a tout un tas de délires avec ça, il y a des vortex, il y a tout un bordel, et donc du coup on a des réfugiés, des félines nocturnes qui eux se barrent de là, et donc on retrouve à Chrysalis un espèce d'oasis d'accueil qui permet d'appréhender les choses de manière un peu harmonieuse. Et les humains sont plutôt cool. C'est que là, on a des humains qui ne sont pas portés sur la nécrose, qui est une manière de focalisation de mauvaise aspiration des individus. Là, on a des humains plutôt cool qui sont à la recherche de leurs racines terriennes et on les appelle les antéhumains. Et eux, c'est le savoir, leur truc, et ils sont plutôt sympas. Mais les joueurs de Shan, eux, par contre, ils vont retrouver leur marque très très facilement et ils vont surtout pouvoir avoir une connaissance de la géopolitique beaucoup plus approfondie que quelqu'un qui rentre pour la première fois dans Chrysalis, parce que lui, il va connaître les tenants et aboutissants de la géopolitique globale. Et il va avoir une vision transversale en fait, de tout ce qui va se passer. Donc c'est un peu ça l'idée aussi sur laquelle on va jouer, c'est il y a un supplément qui est prévu aussi, c'est par-delà les rivages, où là on va permettre de brosser un peu la géopolitique complète de tous les continents de la planète. Et pour ceux qui connaissent vraiment l'univers, d'avoir vraiment des points d'entrée un peu multiples et de pouvoir après aller plus loin dans le délire. Parce qu'on a vraiment poussé le bouchon assez loin, où on a prévu aussi des périodes de jeu supplémentaires, avec du Shan Legacy qui serait une 50aine d'années après, du Shan Universe où là on part dans les étoiles. Enfin voilà, on a une timeline comme ça qui est vraiment poussée très 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 loin, mais qui permet du coup d'anticiper plein de choses et que tous les éléments qu'on met en place, on sait quelle est leur finalité. Et ça va même plus loin. C'est que actuellement on fait des campagnes de jeu, on joue en fait le passé du futur supplément qu'on va proposer. Blah Ok, très bien. Et du coup, vous prenez quelle drogue ? Rien, C'est l'amour. Végétal. C'est ça, le vert. Ok. Et du coup, c'est en financement quand ? Le 26 mars sur Game On Tabletop. Voilà. Le lancement, Ouais, 19h, elle avait l'air de dire 19h. Voilà, donc on compte sur vous pour être présent et voilà, parfait pour commencer une bonne soirée dans le végétal, la bonne humeur. Juste pour préciser, oui, il y aura un live de lancement, donc à 19h pendant le lancement de la campagne. Donc c'est avec l'équipe de Roll and Play et notamment Julien Dutel qui fera le. Voilà. Un MJ pas trop connu. Voilà. Et qui connaissait déjà Shan a priori. Donc ça c'est plutôt sympa parce ça fait partie de tes que coups de cœur, voilà. Tout à fait. Et alors au niveau du système de jeu, est-ce qu'en joueur de Shan V2 on retrouve ces marques ou c'est vraiment tout à fait autre chose ? Alors, les deux, mon capitaine. C'est beau, hein. C'est travaillé, on a travaillé ce truc, non mais c'est fou. En fait, les systèmes sont compatibles. On peut passer de Shan Renaissance à Shan World.
Donc on a le moyen de transcrire très facilement, parce qu'on retrouve le même, la roue de domaine, lettrine, tout ça, ça ne bouge pas. Par contre, exactement. Par contre, la résolution du système des situations est différente, puisque là, on lance 4 dés à chaque fois, et on va additionner simplement la valeur du domaine avec la valeur du dé, et pour dépasser une difficulté. Voilà. Donc il n'y a pas de truc la valeur doit pas être inférieure ou égale, machin, etc. Bon, on lance les dés et on doit faire le score le plus haut. Mais on garde le besoin d'avoir des dés mieux que d'autres. Et donc si j'ai fait un 3 dans mon dé actif parce que je voulais faire un truc de survie, mais que j'ai un 7 dans mon côté esprit, je peux l'utiliser en dépensant un point d'esprit. Je perds de l'énergie pour faire des choses, donc je me rends plus vulnérable, mais j'ai plus de chances de réussir la situation. Et la petite nouveauté, c'est que j'ai dit qu'on lançait 4 dés, parce qu'on lance le dé noir aussi de nécrose à chaque jet, qui correspond à une perte de points de dégâts, de points d'énergie, à chaque test. C'est comme ça qu'on peut jouer aussi en solo ou sans meneur de jeu, puisque chaque joueur lance lui-même les pertes qu'il va subir. Il va choisir où il perd son énergie, et certaines adversités vont avoir des secrets qui vont dire, par exemple, on ne perd qu'en corps, qu'en armes, qu'en esprit. Si tu attaques en combat, tu auras tel malus. Si tu fais ceci, il va y avoir telle conséquence, etc. Et chaque adversité peut gérer absolument tous les cas de figure. De la nuée d'insectes au négociant avec son groupe de garde du corps, à un nécromant légendaire, à une horde de nécrosiens, à une tempête, à un incendie. Tout ça se gère exactement de la même manière. On a une adversité et tous les joueurs associent leur lancer de dés à chaque tour et perdent de l'énergie à chaque tour aussi. Donc plus tôt ils réussissent à dépasser la difficulté, moins ils perdent de l'énergie. C'est un peu comme ça que se crée vraiment le moteur du jeu, il est là. Et la petite couche que l'on a aussi, c'est qu'on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de spécialisation, on a maintenant des vocations avec des champs d'action. Et en gros, quand j'ai mes champs d'action, ça me permet d'avoir un package de choses que je peux faire. Puis bon, je vais dire n'importe quoi, je joue un gladiateur. Et de base, je peux parer, esquiver, attaquer, utiliser des armes de jet, de poing, etc. Et quand je vais lancer mes dés pour dépasser la situation, je vais raconter ce que je fais pour bénéficier de mes bonus de vocation. Point barre. Il n'y a pas de j'ai X pouvoir, j'ai des machins. Voilà. Dès l'instant où je raconte et j'explique ce que je fais, je peux bénéficier de mes pouvoirs. Et je peux même combiner des vocations si je peux le justifier. Si par exemple j'ai une vocation d'éminence grise qui est plutôt quelque chose par rapport à de la corruption, de la géopolitique et compagnie, et puis que j'ai des compétences de psychologie par exemple. J'en profite, moi je te coupe, mais oui, pas de souci. C'est une volonté justement d'aller sur plus de narratif oui. Par rapport aux simulations. Ben oui. Plus de règles, parce que c'est vrai que comme vous êtes aussi éditeur de jeux de société, j'en profite. Oui. Et les passerelles sont peut-être plus évidentes, je sais pas. Il y a des passerelles de plus en plus évidentes. Il y a surtout une manière de jouer aussi qui s'allège de plus en plus. Oui. On a de moins en moins de temps. De passer à lire des tonnes de règles, à avoir des tonnes de pouvoirs, à avoir des trucs. Alors, Shan Renaissance reste et continue à être joué. C'est pas un souci. Mais c'est juste qu'on veut rendre les choses plus accessibles en dépensant moins de temps et moins d'énergie pour le faire. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que tu as des choses que tu veux ? Oui, je sens que tu as des choses. Oui, on a toujours des choses à raconter, mais c'est aussi que les joueurs sont plus moteurs de l'histoire. Parce que même dans le système, tu peux débloquer des bonus narratifs où c'est le joueur qui va raconter ce qui est avantageux pour lui dans cette situation-là. Quel élément du décor d'un personnage qui débarque, de quelque chose qui se passe qui est bien pour lui. Et pareil dans les malus narratifs. C'est-à-dire que c'est au joueur de dire mais qu'est-ce qui se passe mal en fait, quoi. Voilà. Donc il y a les joueurs sont plus moteurs dans l'histoire, leurs personnages sont les moteurs du scénario. Voilà, c'est aussi ça qu'on voulait dans cette nouvelle mouture. Une implication beaucoup plus forte des joueurs avec leurs personnages, puisqu'en plus on a un système de jeu qui se fait sans préparation. Ça, c'est une des grosses nouveautés, parce que typiquement, on va avoir une feuille où on a déjà des cités décrites dans le livre. On va lancer des dés dessus, et les couleurs des dés vont définir des rôles de communauté. Le bleu sera la victime, le jaune l'observateur, le rouge le sauveur et le noir le bourreau. On va définir ensuite chaque communauté, si c'est un petit monastère de 20 pèlerins, ou si c'est une cité de 100 000 habitants.
Et en fonction des rôles et des domaines que l'on va prédéfinir, ça va déterminer des ressources que les cités ont besoin et qu'elles vont produire. Et après, charge au joueur de dire je veux aller à tel endroit pour récupérer telle ressource, pour en échanger d'autres, parce que moi j'ai une quête qui va m'obliger à aller à tel endroit, faire ceci, faire cela. Dès qu'on va quelque part, on a des tables qui permettent de définir des situations. On a des antagonistes qui sont définis aussi au départ et qui vont se déplacer sur la map qu'on a nous-mêmes créée. Une map qui va être en interaction directe avec la création des personnages, où tout va être en synergie systématique, puisque les quêtes des personnages seront liées à des points précis de la carte. Waouh. Non, clairement, moi, ça me donne très envie. Puis le côté émergent de l'univers et des scénarios, je trouve que quand on veut commencer le jeu de rôle, ça permet d'aller beaucoup plus vite, de pas se dire je suis obligé de potasser mon bouquin complet pour me dire éventuellement qu'est-ce que je peux en faire et est-ce que je réussis à faire quelque chose. Non, si. Ça va même plus loin. C'est typiquement un livre qu'on n'a pas besoin de lire en entier dès le départ. C'est qu'on va lire un peu les lignées, les peuples, le système de jeu, et quelque part, on peut presque commencer à jouer, puisqu'on va lancer des tables et y commencer à jouer. Et il y a un autre truc qui est intéressant, dont on s'est rendu compte, c'est que c'est même une manière pour initier les meneurs de jeu. On a remarqué qu'il y avait toujours une difficulté de passerelle entre les joueurs qui veulent devenir meneurs de jeu et qui hésitent, parce que c'est un grand saut qui n'est pas évident, un saut dans l'inconnu. Et bien là, comme c'est un jeu qui peut se jouer potentiellement en solo, ça décomplexe beaucoup les joueurs, parce qu'ils se disent il n'y a pas besoin de MJ, donc moi je peux être MJ, c'est pas très grave. On peut se mettre à plusieurs et on peut être ensemble, décider des choses en fait. Voilà. Et le kit de découverte que Fred a entre les mains, ça puis le deuxième sur découvrir le jeu de rôle. C'est trouvable sur le stand de Origames à Cannes, mais est-ce que c'est trouvable en ligne ? Ouais. Parfait. Formidable. Gratuit, imprimé quand on vient me voir. Mais oui, excuse-moi. il faut que quand on est dans les salons, on les distribue gratuitement, effectivement, mais ils sont téléchargeables gratos dans les PDF. C'est notre politique un peu depuis très très longtemps, c'est de fournir énormément de matériel gratuit. Notamment, on a aussi un générateur de personnages qui existait. On est en train de faire la même chose pour Chrysalis. Et donc, avant la souscription, normalement, on va avoir la possibilité de créer un personnage en ligne et puis de l'implémenter en plus directement dans Foundry, puisque dans Foundry aussi on va pouvoir jouer les scénarios du kit de découverte et normalement bientôt aussi carrément jouer tout seul sur Foundry au scénario qui n'ont pas besoin de meneur de jeu. Donc là on est en train de... Non, dans celui-là. Voilà. Juste pour préciser, Foundry c'est une plateforme de jeux en ligne style VTT quoi. Et donc Valentin Poète, moi je connais que son pseudo, mais qui nous développe ça gracieusement, de manière absolument adorable et extrêmement talentueuse. Je tiens à passer le message parce que c'est... Voilà. Merci Poète. Ok. Autre chose à dire sur Chrysalis ou on passe à la suite de la gamme ? Ouais, suite des gammes. Ouais. Du coup, une autre gamme. Oui, c'est bientôt une gamme. Il y aura bientôt le deuxième. Un autre jeu que j'aime beaucoup, qui est pour moi un des coups de cœur de l'année dernière, puis même de l'année d'avant en VO, c'était Alice is Missing, du coup, qui est juste au-dessus, là, qui a une belle vie en boutique en plus, et qui compte. Et justement, la suite de la gamme, on sait qu'en anglais, il y a une extension. Qu'est-ce que ça nous promet ? Ça arrive. Non, mais l'idée, c'est que on a effectivement une nouvelle boîte qui va sortir, qui propose de nouveaux personnages. On a notamment le père d'Alice, on a de nouveaux suspects, de nouvelles cartes qui vont... c'est donc Silent Fall. Voilà. Et qui va proposer une extension de l'aventure. Déjà, la boîte de base, on pouvait rejouer les scénars. Moi, j'ai eu plein d'échos qui me disaient « Ouais, c'est du one-shot ». Pas du tout. À Alice is Missing, on peut y rejouer. Dès l'instant où on change les personnages, dès l'instant où on change les setups. Parce que pareil, on me disait « Ouais, c'est toujours pareil ». Non. Dès l'instant où on se met d'accord
dès le départ sur ce que l'on peut jouer. On peut jouer du Harry Potter, on peut jouer du zombie, on peut jouer du fantastique, on peut jouer tout ce qu'on veut. À chaque fois, ça renouvelle la partie. Et là, du coup, Silentfall, on va avoir de nouveaux suspects, de nouveaux lieux et surtout de nouvelles cartes d'événements qui vont encore renouveler l'aventure et démultiplier les parties. Donc ça arrive milieu d'année, je pense. Milieu d'année. Cool. Moi, je vous avoue que comme je vous dis, c'est un de mes coups de cœur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'extension. Et j'invite tout le monde à tester ce jeu parce que c'est une expérience. Alors, j'aime pas dire ce genre de choses parce que ce jeu, c'est une expérience, c'est un truc que je supporte pas. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose vous allez en prendre plein dans votre gueule parce que c'est un jeu qui fait, émotionnellement, qui peut être compliqué. Faites attention quand même de ce côté-là. Mais c'est une pure merveille de gameplay et de découverte des autres. Et en plus, comme vous avez dit, qui peut être rejoué. Vaut mieux changer les joueurs quand même, c'est plus pratique. Mais qui peut être joué de plein de façons différentes. En fait, pour Alice is Missing, on est plus proche de l'expérience sociétale que du jeu, en fait. Et il y a une idée très intéressante, c'est que la plupart du temps, dans le jeu de rôle classique, on crée une distanciation entre le joueur et son personnage, et on insiste bien là-dessus. Or là, Alice is Missing, tout est fait pour fusionner les deux. C'est pour ça qu'on met tout un tas de garde-fous. Il y a tout un tas de textes, de pages de règles qui expliquent la X-Card, pour sécuriser la situation, pour que vraiment ce soit le plus safe possible, avec le consentement, tout ce que l'on peut imaginer. Mais dès l'instant où on est d'accord sur le contrat social que l'on passe entre joueurs, il y a fusion qui se passe, parce que ça se joue que par SMS. C'est ce qui est absolument incroyable, en silence. Et en fait, le fait de jouer avec son téléphone portable fait que le personnage, en fait, joue également sur son téléphone portable. Et c'est en ça où la fusion opère, puisqu'en fait, c'est comme si on avait un miroir où lorsque nous, on tape notre message, de l'autre côté, le personnage tapait lui-même ce message un peu à la Stranger Things, tu sais, avec l'espèce de double univers. Et c'est qu'on ressent nous-mêmes très rapidement. Au début, on a une distance. Et très vite, on dit « je » parce que le groupe WhatsApp qu'on crée, ou Messenger, peu importe, eh bien, on le se nomme avec le nom de nos personnages. Et donc, c'est Jimmy te demande ceci, il y a Bidule qui te demande cela. Et donc, du coup, on est complètement... Et c'est « je ». On dit « je », il n'y a aucun moment on va dire « le personnage fait ». Non, c'est « je ». Et donc, à un moment donné, les situations dans lesquelles on se met, c'est « je ». Et c'est côté émotion très forte, pas à conseiller à tout le monde. Effectivement, il y a plein de garde-fous nécessaires, mais c'est possible par cette fusion entre le joueur et son personnage. Les messages vocaux. Je peux en parler un peu des messages vocaux qui au début du jeu, on va faire un message vocal à Alice, parce que on a des choses à lui dire, etc. Et à la fin, on réécoute ces messages et ça crée une émotion qui est... C'est intense, c'est très intense. Tout résonne à la fin, c'est ce que tu avais fait au début. Et d'ailleurs, on a à peu près une heure et demie de bande-son de jeu pur sur YouTube, disponible gratuitement. On va avoir 20 minutes de création de personnages, on va dire, et souvent, à la fin, une demi-heure, voire une heure, voire des jours de débriefing, puisque ça va être l'occasion déjà de revenir à la réalité tranquillement, mais surtout de faire des connexions de ce qui s'est passé, parce qu'on peut communiquer directement entre joueurs en secret. Et des fois, en étant ensemble, en jouant, on va voir des personnes qui vont se renfermer ou au contraire se marrer et suite à des messages que nous, on ne voit pas. Et ça permet derrière, quand on débriefe, de dire « Maman, j'ai pas compris pourquoi tu avais dit ça. Ah, mais oui, parce que tu avais dit ceci, cela. Ah, parce qu'en fait, oui, il m'avait demandé ça. Ah bah oui, parce que je croyais que... » Et du coup, l'agencement du puzzle complet se fait lors du débriefing et ça rajoute encore une couche dans l'expérience de dire « Ah putain, mais qu'est-ce que... Ah oui, donc je savais pas ça, etc. » Et ça crée des souvenirs après qu'on a après à vie, en fait. Hein. C'est un jeu extra. Oui. Du coup, donc, on a parlé d'Alice Missing. Alors, je connais déjà la réponse. Ça me fait beaucoup de peine. Mais Kids on Bike. Même réponse que l'an dernier. Oui, c'est ça, c'est que on a toujours ce même souci que actuellement le matériel proposé ne permet pas une initiation clé en main et il ne s'adresse qu'à une toute petite niche
Or, il faudrait développer une boîte d'initiation Kids and Bike et donc développer des ressources pour ça, payer des gens pour le faire. Et malheureusement, l'investissement fait par rapport à ça, par rapport aux ventes potentielles, n'est pas encore à la hauteur. Tout espoir n'est pas perdu, puisqu'il est question a priori de nouvelle édition de Kids and Bike. Donc on attend de voir ça. Il y a peut-être des choses qui auront été développées, du matériel à récupérer et qui permettraient peut-être de créer cette fameuse boîte que nous on imagine en termes éditorial qui pourrait vraiment du coup trouver sa place. Mais tant qu'on n'a pas tous ces éléments-là, c'est compliqué pour nous de pouvoir se projeter là-dedans en fait. Du coup, moi ça me permet de rebondir là-dessus. Parce que Kids on Bike, on va rester dans l'univers. Et j'aimerais qu'on parle sur un de mes coups de cœur l'an dernier dont on avait déjà parlé. Et je trouve très cruel ce qui lui arrive. Donc on va lui remettre un bon coup de projecteur. Terreur sur Lakeview. Oui. Je vous en ai déjà parlé, je ne vous ai pas encore fait la vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est dans le même univers, c'est très Stranger Things, on va pas se mentir. C'est assumé. Voilà, donc je vous rappelle brièvement le truc, le pitch. On joue tous des enfants, il y en a un qui a disparu, qui a été enlevé par une créature, il y a 4 scénarios. On va tous jouer ensemble, y compris celui qui a été perdu. Mais celui qui est perdu joue aussi le monstre. Voilà. Le but des enfants, ça va être de retrouver l'enfant perdu, dans un premier temps. Et ensuite, quand l'enfant perdu arrive, il récupère des pouvoirs. Et on joue tous ensemble pour essayer de faire le rituel pour bannir le monstre. La subtilité, c'est que l'enfant perdu ne communique avec les autres joueurs qu'avec des cartes. Comme des espèces comme d'images, comme des flashs en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que par rapport aux cartes qu'il a, il va essayer d'utiliser les cartes qui peuvent écuyer le mieux possible ou de manière la moins pire les autres joueurs. Et donc il y a un vrai jeu aussi dans le jeu pour celui qui joue l'enfant perdu, parce que du coup c'est intéressant à jouer, une histoire de jeu de déduction comme ça un peu qui intervient pour celui qui joue l'enfant perdu quoi. Et j'allais dire en plus, quelque part, comme nous on est des rôlistes, mais moi j'adore le jeu de société, mais on a tout le matos pour gérer une partie de jeu de rôle. On a le plateau de jeu qui est la ville, on a notre fiche de monstre pour nous, il y a déjà un écran, et on peut communiquer, au lieu de jouer avec des dés avec les joueurs, eux jouent pour leur mettre des règles, ça peu importe, mais nous du coup on pourrait jouer qu'avec les cartes. Ça pourrait faire en plus des règles complètement asymétriques de folie. Donc on vous refera des vidéos parce que ce jeu le mérite. Non mais s'il n'y a pas eu assez de succès, donc à un moment donné il faut le dire quoi. C'est une tuerie. C'est la vie. Ouais, c'est pas normal. Malheureusement, l'énergie mise pour créer un jeu est la même qu'il rencontre son public ou qu'il ne le rencontre pas. Et ça, c'est la part irrationnelle qu'il faut accepter. Mais c'est vrai que celui-là, je tenais à vraiment le remettre en avant parce que nous c'est un coup de cœur parce qu'on y a joué plusieurs fois, donc vraiment très cool. Donc c'était la petite transition. Bon, du coup on bascule un peu sur le jeu de société. On va parler plutôt des nouveautés que vous présentez cette année. Alors moi je sais que personnellement de l'an dernier, Planet Unknown, voilà, ça déchire. Et la guilde des expéditions marchandes, ça continue aussi. Oh là 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 là. Ça les enfants, faut jouer à ces jeux quoi. Déjà rien que ces deux-là, ça tue. Faut le lever plus, parce que sinon il est voilà. Planet Unknown, c'est une tuerie. C'est tout simplement, ça permet de jouer de 1 à 6 sur des parties de à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Le fait d'être 6 n'augmente pas la durée de jeu parce qu'on joue tous en même temps. Et chacun va terraformer sa planète en plaçant des polyomino, donc un peu à la Tetris, essayer de remplir au maximum sa planète. Et sur chaque tuile qu'on va placer, il y a 2 ressources qui vont nous augmenter des pistes qui ont différents pouvoirs. Donc il y a la piste des modules d'habitation qui vont nous permettre de débloquer des petits bonus, des points de victoire, des conditions, des objectifs. La piste du rover qui lui va aller se balader sur la planète pour déblayer les météorites, récupérer des modules de survie. Donc tout ça c'est des façons de faire des points. Il y a une piste de technologie qui permet de débloquer des pouvoirs qui vont un peu tout simplement péter les règles de jeu donc, à notre avantage. Voilà, et il y a ce qu'on appelle le plateau à fromage au centre de la table, Suzanne, donc il y a une station orbitale qui va tourner, et le joueur actif choisit qu'est-ce qu'il va piocher, donc il choisit à quel endroit il va piocher, et ça détermine où les autres vont piocher également. Et tout le monde va jouer comme ça en même temps, et placer ses tuiles et faire son petit Tetris sur sa planète. Il y a des planètes et corporations, donc la corporation c'est là où on va augmenter nos pistes, de base, donc pour découvrir le jeu, mais après chaque planète et chaque corporation sont recto verso et vont apporter côté planète des contraintes de pause, côté corporation des façons de scorer différentes
Et en combinant les deux, on se retrouve avec des combinaisons, de possibilités de combos quasi infinies. Enfin, le temps de les explorer toutes, il y a un peu de marge. Et voilà. Des trucs que les ricains mettent au centre de la table et font tourner pendant les repas. Ce qu'ils appellent les lazy Suzy. Logiquement, bon, ça n'a rien à voir avec le jeu. Il y a un acronyme en plus qu'ils ont rajouté, mais voilà. Okay. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut imaginer que des joueurs novices jouent avec la planète de base et la corporation de base, et jouent avec des joueurs beaucoup plus aguerris qui, eux, vont jouer des planètes, des corporations plus compliquées. Ça ne veut pas dire qu'ils vont marquer plus de points, c'est juste que pour eux, ça sera plus compliqué de jouer. Donc du coup, des joueurs de niveaux différents peuvent faire la même partie sans que l'un roule sur l'autre. Et ça, c'est un des gros avantages du jeu, en fait. Alors du coup, bon, parce que voilà, ça fait partie des coups de cœur dont on avait déjà discuté l'an dernier. Mais alors, qu'est-ce que vous nous présentez cette année au FIGE? Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Donc on va essayer d'en parler de 3-4. Alors on a ça c'est un peu le chouchou là de chronologique par les auteurs de Turing Machine. Rien que ça, de petits jeunes qui débutent. Et donc on est sur un jeu de déduction où on a des différents scénarios. La première boîte se passe à Paris en 1920, dans l'Opéra de Paris. On a un partenariat avec l'Opéra de Paris. Et donc du coup on a le plan et on devrait faire une soirée presse à l'Opéra aussi pour présenter le jeu et tout ça, si tout se passe bien. On va avoir différentes missions et des cartes à trous de suspects et des cartes de temps. Donc c'est une sorte de Cluedo moderne en fait, où on a qui, quand et où à deviner par rapport à chaque fois à des scénarios. On a un meurtre, le fantôme de l'opéra, un meurtre qui a été commis, enfin voilà, il y a à chaque fois des petites histoires. Il y a des scénarios originaux qui ont été développés par les auteurs pour le Festival de Cannes, et je sais qu'ils ont apparemment d'autres scénarios encore, parce qu'ils ont une matrice en fait qui leur permet de générer des choses. Donc ça c'est extraordinaire, parce qu'en plus ils sont très investis en plus dans le jeu, donc ça c'est vraiment très agréable, parce que ils participent vraiment au succès du jeu. Là on voit bien que sur le stand, tout est en train de partir comme des petits pains. Donc et on a aussi on est que le jeudi, tout à fait. Et même à l'international aussi, on voit tous les contacts qui ont été pris, tout le monde veut le prendre, donc ça sent très bon. Voilà, ça sent très bon. Et il y a 2 autres plus. On a 2 autres boîtes, tout à fait. On a un Aztec en 2700 et quelques, beaucoup plus futuriste. Babylone de 2700, où là on va dans un truc beaucoup plus futuriste, et on a un Aztec 1500, où là on est dans un autre registre à chaque fois. Pareil, ça sera la même mécanique de jeu, mais d'autres types d'enquêtes, d'autres petites gameplay, parce qu'en plus on a d'autres possibilités d'intégrer dans ce système-là des choses qui peuvent être variées selon le thème en fait. Donc voilà, on a pas mal de choses. Les auteurs ont déjà une vingtaine de scénarios prévus, donc tout est déjà développé quelque part. On va un petit Shipatsu, un petit jeu qui fait dans la dentelle, de très soft, où le but est de maîtriser ses sphincters et garder le contrôle de soi. On est sur des petites cartes où chacun va devoir poser des cartes devant lui, ne pas dépasser certains scores. Lorsque ces scores sont dépassés, on perd des points de maîtrise, et lorsqu'on arrive à 0 en maîtrise, c'est l'explosion totale. On repeint les murs. Et serrer les fesses, tout à fait. Et donc c'est un jeu d'ambiance qui se joue très rapidement, très rigolo. Il faut gérer la pression. Ah oui, dans tous les sens. Voilà. Et voilà, c'est un malus de départ, quoi. Et sinon on a Écosystème Océan, qui est la suite d'Écosystème Forêt. Il est indépendant, on n'a pas besoin d'avoir joué à Écosystème Forêt avant, et c'est un petit jeu 20 minutes, très facile à prendre en main, de draft de cartes, et on compose son écosystème devant soi, chacun compose son écosystème, et en fonction de comment sont positionnés les animaux par rapport aux habitats, etc., mais on a une façon de scorer des points pour faire l'écosystème le plus diversifié, le plus optimisé. Il est un cran au-dessus par rapport à Écosystème Forêt, donc ce qui le rend très sympa. Et à venir, on va avoir Écosystème Savane, qui là est encore un cran au-dessus et qui est mon chouchou,
puisqu'on va jouer avec des prédateurs qui vont manger des proies et on va avoir des charognards qui vont du coup pouvoir scorer avec les proies mangées par les prédateurs. Il y a plein de combos qui se font. Le savane est topissime. Je gagne à chaque fois que j'y joue. J'y ai joué 2 fois. Alors du coup, moi j'ai vu qu'il y a de toute façon beaucoup d'autres jeux, là on en a baillé quelques-uns. On vous présentera en insert les autres jeux présentés, puisqu'ils sont dans le catalogue Origames. Moi j'en profite pour rendre un petit hommage, parce qu'on suit régulièrement. Alors si vous allez sur la chaîne d'Origame, les petits pitchs, c'est génial. Moi je me régale à regarder ça. Ah ouais, pourquoi ? C'est ma fille. Ben voilà. Moi je le savais, mais j'attendais que tu le dises en fait. C'est la fierté absolue. Et Ouais. C'est incroyable ce qu'elle fait. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que au début, quand elle est rentrée dans le milieu du jeu, c'était la fille d'Igor Polouchine. Et maintenant, je suis le père de Tatiana. Voilà. Et j'adore. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, moi je suis limite jaloux quoi. Parce qu'arriver à présenter des jeux un peu complexes en 3 minutes, 4 minutes, alors que nous on passe 1h30 sur un jeu de rôle. C'est pas possible. Ça va plus loin. On peut l'embaucher ? Bah non, ça y est, elle est prise. Non, merde. Elle a un contrat à vie. Non, je déconne. Et non, c'est surtout on lui explique le jeu. Elle rédige son pitch parce que tout est rédigé. Elle filme et elle monte. Elle fait tout absolument toute seule. Donc elle a vraiment développé tout un tas de skills qui la rendent unique en fait. Et le monde nous l'envie. Le monde nous l'envie. On voit bien. Non mais je comprends. Je sais pas si tu l'as déjà vu toi, Freux. Non, pour le coup. Alors tu iras voir, tu seras jaloux comme moi. non mais je t'assure, c'est pas possible quoi. Tu peux pas présenter un jeu comme ça aussi bien en 3 minutes. Et drôle. Et drôle en plus, ouais. Non, vraiment, je suis jaloux. Ouais. Bon bref. C'est un talent. Je sais pas si on te réinvitera du coup, on verra. Bon, tu l'inviteras elle. Tu l'inviteras Tu elle. es pas Tatiana maintenant, Tout donc à fait. Voilà. Ok. J'assume. C'est la relève. Écoute, on clôture Allez, aujourd'hui pour clôturons. cette petite interview. Parfait. On vous remercie, Igor merci à et vous. Julien, tous les deux. Et puis on vous souhaite un bon salon. On est encore frais parce qu'on n'est que le jeudi. C'est ça. Ça c'est bien. Demain, faudra pas faire d'interview. Non. On fera moins les malins demain, oui. Demain ça va, mais alors samedi, dimanche, on oublie. Demain, oui, c'est ça. Voilà. Samedi 16h, la bonne heure. Merci tout plein et à Salut. bientôt. À plus tard.